Imaginez un homme si meurtrier que ces massacres ont en fait refroidi la planète entière. Ce n'est pas une réplique d'un film de science-fiction. C'est un fait historique vérifié à propos de Gengis Khan. Au moment où il eut terminé ses conquêtes, il avait anéanti une telle part de la population humaine que les niveaux de carbone ont chuté à l'échelle mondiale, permettant aux forêts de repousser sur les ruines des civilisations détruites. Nous parlons d'un bilan de morts si massif, environ 40 millions de personnes, qu'il a littéralement changé l'atmosphère de la Terre. Mais au-delà des chiffres stupéfiants, il y a une histoire sombre et calculée d'un homme qui a transformé le monde en abattoir pour construire un empire du silence. La légende de Gengis Khan commence généralement par un conquérant, mais la réalité commence par un survivant au sang-froid nommé Temujin. Né en 1162, son enfance ne s'est pas passée dans un palais, mais dans une lutte désespérée contre la steppe mongole glaciale. Lorsque son père a été empoisonné par les Tatars, la propre tribu de Temujin a abandonné sa famille à la famine. Cette trahison ne l'a pas seulement endurci, elle a supprimé sa capacité de pitié. Les archives historiques nous disent qu'à seulement 14 ans, il a assassiné son demi-frère, Becter, de sang-froid, pour une dispute au sujet d'un poisson. C'était le premier reçu de son sombre chemin. Cela montrait que pour Temujin, la loyauté était un outil, et n'importe qui, même la famille, était sacrifiable s'il se mettait en travers de sa domination. En 1206, il s'était frayé son chemin vers le sommet, unissant les tribus mongoles fracturées sous une seule bannière. Mais cette unité n'était pas construite sur des valeurs partagées. Elle était construite sur un système juridique de terreur absolue appelé le Yasa. Ce code était si sombre et rigide que la mort était la peine pour les infractions les plus mineures. Il a transformé une nation entière en une machine militaire où les seules options était l'obéissance totale ou l'anéantissement total. Ce n'était pas un royaume, c'était un camp de prisonniers mobiles qui était sur le point d'être déchaîné sur le reste du monde. Au-delà des lois, son obscurité était maintenue par le Yam, un système de messagers terriblement efficace qui agissait comme le premier réseau de surveillance du monde. Gengis Khan avait des yeux et des oreilles partout. Il a créé une atmosphère historique de paranoïa constante, où un simple murmure de dissidence dans un village isolé pouvait amener une horde mongole à votre porte en quelques jours. Ce n'était pas seulement de l'administration, c'était une laisse invisible, tenue par un homme qui exigeait de posséder les pensées de ses sujets autant que leur terre. Il a transformé l'immensité de l'Asie en un piège claustrophobe pour quiconque rêvait de liberté. L'année 1219 a marqué le début de l'une des tournées de vengeance les plus brutales de l'histoire. Lorsque l'Empire khwarezmien a commis l'erreur de tuer les ambassadeurs de Gengis Khan, il n'a pas seulement déclaré la guerre, il a effacé toute leur culture. Des chroniqueurs contemporains, comme l'historien persan Juvéni, décrivent des scènes qui ressemblent à la fin du monde. Dans des villes comme Merv et Nishapur, les soldats mongols avaient des quotas de décapitation. Dans certains cas, chaque soldat avait l'ordre de tuer au moins 50 personnes. Il ne tuait pas seulement les hommes, il massacrait les femmes, les enfants et même les chats
et les chiens dans les rues. Il voulait s'assurer qu'aucune voix ne reste pour raconter l'histoire de ce qui s'était passé. Les Mongols ont également perfectionné l'art sombre de la guerre psychologique. Gengis Khan a réalisé que la menace de violence était souvent plus efficace que la violence elle-même. Il offrait un choix à une ville: se rendre et payer un tribut, ou résister et être transformé en une montagne de crânes. Lorsque les villes choisissaient de se battre, il utilisait des boucliers humains d'une manière jamais vue auparavant. Il rassemblait la paysannerie locale et les forçait à marcher au front de son armée. Ces civils innocents étaient forcés de porter l'équipement de siège et de remplir les douves avec leur propre corps, pendant que leurs amis et leurs familles, sur les murs de la ville, étaient forcés de leur tirer dessus, juste pour défendre leur maison. C'était un niveau de cruauté stratégique conçu pour briser l'âme d'un ennemi avant même que la première porte ne soit franchie. L'un des aspects les plus effrayants de son héritage est l'empreinte génétique qu'il a laissée derrière lui. Une étude génétique historique en 2003 a révélé que près de 16 millions d'hommes vivant aujourd'hui sont des descendants directs de Gengis Khan. Alors que certains voient cela comme un signe de sa grandeur, le contexte historique est bien plus troublant. Ce n'était pas le résultat d'une dynastie pacifique. C'était le produit d'une violence sexuelle systématique et à grande échelle. Partout où l'armée mongole allait, les femmes étaient traitées comme un butin de guerre. La capture et la distribution des femmes faisaient partie officielle de la stratégie militaire mongole, créant un sombre précédent historique d'utilisation du corps féminin comme territoire à conquérir. Mais l'obscurité de Gengis Khan n'était pas seulement dans la tuerie, elle était dans la déconstruction du monde. Il a ciblé l'infrastructure des civilisations. En Mésopotamie, ses armées ont détruit les anciens systèmes d'irrigation khanates qui avaient soutenu la vie dans le désert pendant des millénaires. Ces systèmes étaient si complexes qu'une fois détruits, les connaissances et la main-d'œuvre nécessaires pour les réparer avaient disparu à jamais. Il a transformé des jardins fertiles en bols de poussière, condamnant effectivement les générations futures à la pauvreté et à la famine. Il ne voulait pas seulement vous gouverner, il voulait s'assurer que vous ne pourriez jamais prospérer sans lui. La destruction a atteint son apogée avec le siège de Bagdad en 1258, une campagne menée par son petit-fils Hulagu, mais alimentée par la philosophie de la terre brûlée que Gengis Khan avait établie. La Maison de la Sagesse, la plus grande bibliothèque du monde, a été systématiquement démantelée. Des milliers d'années de connaissances humaines en philosophie, médecine et sciences ont été jetées dans le fleuve Tigre. On dit que la rivière a coulé noire de l'encre des livres et rouge du sang des érudits. Ce n'était pas seulement une victoire militaire, c'était une lobotomie culturelle qui a fait reculer le monde islamique de plusieurs siècles. Même la fin de sa vie, en 1227, fut un cours magistral de sombres secrets. La légende raconte que lors du passage de son cortège funèbre vers son lieu de sépulture secret, les soldats ont tué tout être vivant qu'ils voyaient, homme ou bête, pour s'assurer que personne ne sache jamais où le souverain universel avait été inhumé. Ensuite, les soldats qui l'ont enterré ont été tués par un autre groupe de soldats qui ont ensuite été tués eux-mêmes. Il voulait que sa dernière demeure soit un vide, un endroit où l'histoire s'arrête. Quand nous regardons l'Empire mongol,
Nous parlons souvent de la Pax Mongolica, la paix qui a permis au commerce de s'épanouir sur la route de la soie. Mais nous devons nous demander, à quel prix ? Une paix construite sur les ossements de 40 millions de personnes, est-elle vraiment une paix ? Ou est-ce juste le silence de la tombe ? Gengis Khan était un génie de la destruction. Il a brisé le monde et l'a reconstitué à sa propre image, créant un héritage de traumatisme qui a changé la composition génétique et atmosphérique de la planète. Pour les preuves de ce sombre voyage, vous pouvez consulter L'histoire secrète des Mongols ou les terrifiants récits de témoins oculaires dans L'histoire du conquérant du monde de Juvaini. La preuve n'est pas cachée dans l'ombre, elle est écrite sur le paysage même de l'Asie et de l'Europe. L'histoire de Gengis Khan nous rappelle qu'un homme peut effectivement changer le monde. Mais s'il le fait par le sang et la peur, le monde qu'il laisse derrière lui sera toujours hanté par les fantômes de ceux qui la réduisent au silence. Il reste l'ultime icône sombre, un homme qui a prouvé que la façon la plus durable d'unir le monde est de l'enterrer.